question. En fait, il y a une unité monétaire dans les laboratoires qui est le B. C'est-à-dire en fait, la sécurité sociale rembourse les laboratoires, même hospitaliers, en fonction d'un tarif qui est une unité de monnaie, en fait. Hein. C'est-à-dire que le B, c'est 27 centimes d'euros. Et puis ensuite, vous avez des examens qui vont coûter 0,27 centimes d'euros fois 5, fois 10, fois 40, fois 30, fois 20. C'est comme ça que c'est codifié. Donc, par exemple, vous demandez une créatinine, là, c'est pas marqué, évidemment. Mais enfin, là, on prend les lipides. Par exemple, si vous cherchez un cholestérol et des triglycérides, ça fait 2,70 € plus 1 euro. Ça coûte pas très cher, 3 euros. Mais la sécurité sociale donne au laboratoire qui aura prescrit ça 3 euros. Elle rembourse ça. Et tout l'intérêt des laboratoires, c'est d'avoir un prix de revient, évidemment, moins cher pour avoir de l'argent en plus. Parce qu'en réalité, ça coûte moins cher que ça, en termes de structure, de faire un cholestérol total. Ça coûte pas pile poil B5, ça coûte moins. Et donc, il y a une petite marge sur laquelle les laboratoires peuvent gagner de l'argent. C'est tout l'enjeu, notamment de la biologie clinique en ville. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une masse critique qui fait que vous pouvez générer un chiffre d'affaires. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Hein. Donc, mais la sécurité sociale. Donc, évidemment, vous n'avez pas du tout besoin de l'apprendre, mais en fait, ça va vite aussi. Parce qu'en fait, vous faites des bilans, vous cochez, tous les jours, 2 fois par jour. En fait, au bout d'un moment, eh ben, des petits examens qui ne coûtent pas cher finissent par coûter cher. Ou bien vous prescrivez des examens qui sont hors de prix sans, le savoir, parce que j'imagine que personne ne sait personne imagine, même n'est capable d'estimer le prix d'un examen qui prescrit. Mais je ne parle pas de vous, je parle de tout le monde. On n'en sait rien. Mais en fait, c'est une notion aussi qu'il faut avoir, même pour les examens de radiologie qui coûtent encore plus cher que ça. Il faut aussi se dire, à un moment donné, ça coûte de l'argent à la société. Et vous savez que la société a besoin d'argent et de faire des économies. Donc, évidemment, ce n'est pas vous tout seul qui allez permettre de faire réduire le trou de la Sécu, mais en fait, c'est une idée qu'il faut quand même avoir dans votre esprit quand vous prescrivez, c'est qu'il faut vraiment prescrire ce qui est utile. Pas forcément prescrire qui coûte le moins cher, mais si ça coûte cher, il faut le faire à partir du moment... Enfin, s'il faut le faire et que ça coûte cher, voilà, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais il ne faut pas faire par excès, parce qu'en fait, c'est facile de prescrire des examens. Le patient ne paye pas, personne ne paye, en fait. C'est complètement dématérialisé, l'argent à l'hôpital. Mais en réalité, ça fait des budgets importants. Donc, c'est une petite notion qu'il faut avoir, avec cette particularité qu'en fait, c'est codifié sur un chiffre qui s'appelle le B, qui est en fait le taux de référence sur lequel la Sécu rembourse les services. Bon, un examen biologique, vous êtes là, vous posez une question, vous voulez une réponse. Donc vous faites un examen, vous faites une demande, c'est prélevé par l'infirmière, éventuellement c'est envoyé dans un laboratoire quand vous n'êtes pas pour certains tests, ou ça va directement dans le laboratoire. Ensuite, il y a un centre de tri qui fait la réception, qui rentre le code, le patient, qui l'envoie au bon endroit, c'est analysé. Il y a des contrôles de qualité qui montrent que votre résultat il est bien interprétable sur le plan technique, qu'il n'y a pas eu de problème technique, que la machine a bien marché, que voilà, tout s'est bien passé. Ensuite, c'est recueilli, c'est rendu. Ensuite, il y a un biologiste qui fait l'interprétation et qui dit « Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je prends la responsabilité, j'allais dire médico-légale, de rendre cet examen qui est vrai. » Ensuite, le compte-rendu est intégré dans un service informatique en général, éventuellement on vous appelle, et ça arrive chez vous à nouveau, donc soit dans les 2 heures, soit le lendemain, soit 10 jours après ou 15 jours après en fonction du type d'examen. Et puis là, ça vous aide. Voilà. Donc ce cheminement, en fait, il n'est pas simple. C'est pas, on ne claque pas des doigts et puis on a l'examen en fait. Et donc il y a toute une infrastructure qui est derrière ça, qu'en fait on ignore complètement quand on fait de la clinique. Qui est qu'en fait, il y a une chaîne d'organisation qui est quand même relativement longue et qui en général est très efficace. C'est aussi pour ça que ça met du temps, hein, parce que vous apercevez qu'en fait vous allez enrager parce que vous n'avez pas vos résultats au bout de 2 heures ou 3 heures, et en fait vous ne comprenez pas, vous dites mais c'est pas compliqué de faire des dosages, mais en fait si, c'est long, parfois il y a des problèmes, les tubes se cassent, etc. On les perd. Bon, enfin, en tout cas, il peut y avoir des choses. Donc c'est un cheminement qui est routine. C'est une routine en fait, mais qui est quand même relativement élaborée et en général assez performante. Bon, ça vous en fichez. Ça, c'est une feuille de prescription. Alors, c'est en fait à chaque fois que vous avez un hôpital, vous avez votre feuille de prescription, mais en général, c'est la même chose. De plus en plus, les prescriptions seront informatisées, mais ça va vous arriver aussi de remplir ces feuilles-là. Et donc, et c'est là qu'en fait, c'est compliqué. C'est là que vous avez envie de prescrire plein de choses. Parce que là, vous avez un menu, en fait.
Et vous dites, tiens, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah oui, tiens, ça pourquoi pas, tiens, tac, tac. Et puis en fait, vous cochez les trois quarts. C'est très différent de faire le raisonnement à l'aveugle. C'est-à-dire, en fait, j'ai un problème clinique, qu'est-ce qu'il faudrait que je prescrive à mon patient? Et là, vous allez en prescrire 3 fois moins, en fait. Parce que là, les idées vous viennent au fur et à mesure. Dire, ah oui, tiens, c'est pas mal de faire un calcium, un phosphore. Alors, ça coûte rien, on s'en fout. Et en général, pour certains examens, c'est déjà fait, mais on ne vous donne pas le résultat. En fait, les machines analysent tout, et si vous demandez juste, par exemple dans un gaz du sang, si vous demandez juste les gaz du sang et pas les lactates, on ne vous rendra pas les lactates, mais ils sont déjà faits. Donc il y a des examens de toute façon qui sont faits, qui vous sont rendus que si vous les demandez. Mais en général, une feuille de prescription, moi je trouve, alors sert à rien oublier, mais c'est finalement un petit effet pervers qui est que vous prescrivez beaucoup plus que ce qui est réellement utile. Bon, après, voilà, c'est pas très grave, mais il faut bien le savoir. Et donc vous cochez. Et puis ensuite, l'infirmière le prend, elle fait les examens, elle remplit les étiquettes du patient, les étiquettes du service, et ça part dans un petit sachet pour justement être analysé. Donc ça, c'est une machine dont vous en fichez. Enfin bon, ça ressemble à ça. Ça, c'est une machine qui fait des ionogrammes sanguins. Bon, peu importe. Et puis, par exemple, on vous rend ça. Donc ça, vous allez l'apprendre. Ça, c'est un rendu d'examen de biochimie. Alors évidemment, la liste, elle peut s'allonger autant de fois que vous avez prescrit d'examen. Mais là, vous avez une première partie qui est le ionogramme sanguin, hein, Na+, K+, CO2, donc sodium, potassium. Et alors, ce qui est important, quand même, que vous sachiez, c'est que la nature est bien faite, puisqu'en fait, les normes sont quand même, si on parle d'homéostasie, on parle de régulation, par exemple, de la composition ionique, les 4 premiers items. En fait, les normes sont quand même relativement restreintes. Non seulement elles sont restreintes, on va voir ce que c'est que la norme après, mais quand ça dépasse, par exemple 3,5 c'est la norme inférieure, en dessous de 3 ça commence à aller pas bien déjà, par exemple en kaliémie. Hein. Donc l'organisme tolère assez peu, c'est comme le pH. Le pH c'est 7,38, 7,42 et en fait très rapidement quand c'est en dessous ça commence à aller pas bien. Donc en fait c'est très bien régulé. Donc vous avez la protidémie avec les normes, hein, l'urée, la créatinine, la glycémie, etc. Ce qu'on appelle le bilan hépatique, hein, phosphatase alcaline, bilirubine, gamma-GT, tout ça, c'est le foie. Et en fait, ça se lit toujours pareil. Hein. Quand vous demandez un ionogramme sanguin, vous allez en demander des milliers, des dizaines de milliers dans votre existence de médecins. Eh bien, en fait, vous s'est rendu. En fait, en gros, pathologie d'organes, le foie. LDH-CPK, c'est les muscles. Troponine, c'est le cœur. Amylase, c'est le pancréas. CRP, c'est l'inflammation. En fait, on raisonne beaucoup à force par organes. En fait. Les biomarqueurs, en général, ça sera des biomarqueurs de pathologie, dysfonction d'organes. Hein. Et donc, rapidement, vous allez dire, ah, le foie, ça va comment? Bah, le foie, c'est ça. Boum, ah bah non, ça va pas. Bah, lui, il va bien. Il n'y a pas de problème. Ah oui, bah, on prend compte, quoi. Il n'a pas d'infarctus, etc. Par contre, il a, par exemple, de l'inflammation. La CRP, ça veut dire qu'il y a de l'inflammation. Soit une infection, soit une maladie inflammatoire. Mais en fait, là, ça, c'est pas normal. Hein. Et puis, il a des phosphatases alcalines un tout petit peu élevées, par exemple. Hein. Il a des protides. Non, c'est lui. J'arrive pas à lire sur le. Est-ce que c'est de biais? Bon, enfin, peu importe. Mais enfin, en tout cas, voilà. Donc, vous repérez. De toute façon, l'appareil vous aide à dire ce qui n'est pas normal, puisque c'est des petits triangles. Mais ce qui est normal est aussi important que ce qui n'est pas normal. Hein. Et donc, comme ça, vous vous orientez. Mais c'est pareil, ça. On ne peut pas faire la sémiologie de ça. Néanmoins, un ionogramme, c'est toujours rendu pareil. Et donc vous avez toujours une organisation où vous avez des généralités au début, sodium, potassium, etc. La fonction rénale, urée, créatinine, le foie, les muscles, le cœur, etc. Bon, enfin, voilà. Donc c'est ça un rendu de biochimie, puis vous allez les regarder. Alors juste une petite notion importante. C'est quoi ce qui est normal en fait? C'est quoi les normes? Donc c'est arbitraire et c'est statistique. Parce que vous voulez développer un nouveau test diagnostique, un nouveau truc, c'est vous qui l'avez inventé, c'est une nouvelle molécule, elle témoigne de la fonction rénale par exemple. Et puis évidemment, chacun de vous aura une valeur différente, mais comment je vais être capable de dire que cette valeur-là, elle est considérée comme normale et celle-là, elle est pathologique? Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, dans ces cas-là, en biologie, le pathologique, en termes de range, hein, ce que je veux dire, c'est que la norme, elle est là, les normes. Bon, c'est 95% d'une population de volontaires sains, en général. D'accord ? C'est ça la définition.
Donc on prend une cohorte de volontaires sains, a priori, mais bon, encore une fois, enfin en tout cas de gens qui sont considérés en bonne santé, on en prend un millier. C'est comme ça que ça se passe quand on veut développer un nouveau test. Et puis on regarde la répartition, mais ça je pense que vous savez bien, ce genre de choses. Je passe vite, mais après on reviendra en arrière. Et en règle générale, un paramètre mesuré, une variable mesurée va prendre en fait un ensemble de valeurs et avec une loi de probabilité qui est en fait une courbe dite de Gauss, une distribution dite gaussienne qui suit une loi normale. Et donc vous allez avoir une moyenne, une médiane et des écarts types et des déviations standards. Et donc en général, pour un examen biologique, on va considérer que ce qui est considéré dans la normale, c'est 95%, donc en fait 2,5% de chaque côté. Et quand on est au-dessus de ça, ou quand on est en dessous de ça, on est au-dessus ou en dessous des bornes qui sont fixées. Ça ne veut pas dire qu'on est malade. C'est super important. Ça veut dire qu'on est dans les 5% qui sont hors normes. Il n'y a pas malade, pas malade. Hein. C'est un truc, c'est un concept. Hein. C'est philosophique. C'est-à-dire que voilà, vous êtes hors des normes, mais ça ne veut pas pour autant que vous êtes pathologique. Enfin, en tout cas, on considère dans un examen biologique que ce qui est à considérer comme hors norme ou anormal, au sens propre, c'est ce qui est à plus ou moins de déviations standards et qui représente 5% des populations. On considère que là, statistiquement, il y a probablement effectivement une association avec un élément pathologique, puisque dans une population de volontaires sains, c'est quelque chose qu'on a très peu de chances de rencontrer. 95% de chances d'être dans les bornes, donc il y a 5% de chances. Donc probablement, effectivement, l'individu qui est d'un côté ou de l'autre des bornes, c'est quelqu'un qui, statistiquement, oui, a une probabilité significative, un risque de effectivement avoir une pathologie qui sous-tend et qui est responsable de ça. Mais c'est une petite notion, vous ne serez jamais interrogé là-dessus, mais c'est juste pour que vous sachiez que si on définit des normes en biologie, ce n'est pas sur la base où on définit des gens malades et des gens sains. On définit en fait la répartition et la distribution d'une variable et de ses valeurs dans la population. Hein. Donc ça, c'est le texte, finalement, mais l'important, c'est juste d'avoir l'idée de la répartition. Bon, moi, je ne suis pas sûr que ce soit la peine de copier, sachant qu'en plus, parfois, il y a des distributions qui ne sont pas nécessairement des lois dites normales. Mais bon, le concept, enfin, l'idée importante, c'est celle-là. Hein. Comment on définit ce qui est normal et ce qui ne l'est pas sur la base de la répartition, de la distribution des données. Voilà. Alors après, comment ça s'interprète ces résultats? Comment je fais? Ce qui est très important, c'est aussi de le mettre en perspective. Pour n'importe quel résultat, vous prenez l'exemple du ionogramme que je vous ai montré, enfin de l'examen biologique, il a sa valeur à l'instant T, puisque c'est une photo de ce qui se passe chez un individu dans le plasma, dans le sérum, dans les urines, dans n'importe quoi d'un individu à 10 h du matin. Ça ne sera pas pareil à 23 h. Hein. Et ce n'était pas pareil il y a 15 jours et ça ne sera pas pareil il y a 3 semaines. Et donc, ce qui est très important, c'est aussi de l'intégrer dans le côté temporel, c'est-à-dire en fait l'évolution aussi. Est-ce que les résultats s'améliorent? Est-ce qu'ils s'aggravent? Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Donc l'important de l'antériorité. D'accord. Et puis il faut prendre aussi en compte en fait l'individu indépendamment du fait qu'il puisse être, on va le voir, malade ou non. C'est-à-dire qu'aussi la variabilité et le côté justement hors des normes d'un résultat n'indique pas nécessairement une pathologie. Alors évidemment, ça peut être lié aussi à des erreurs techniques, mais bon, ça en principe, il n'y a pas de problème. Il y a des variations biologiques, j'allais dire physiologiques, qui peuvent aussi interférer beaucoup avec le rendu des résultats, on le verra. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de situations où un résultat, j'allais dire, où la norme est modifiée. Ça, c'est très important. Est-ce que votre résultat, on va le voir, est-ce que votre résultat, par ailleurs, est compatible avec les données cliniques? Encore une fois, ce n'est pas à prendre comme une vérité absolue, ces résultats-là, mais est-ce que c'est cohérent? Parce que vous avez le droit d'être critique aussi.
vous allez devoir dire que non, non, c'est pas possible que ce patient ait tel résultat. Ou alors vous allez dire oui, effectivement, il y a ça qui est pas normal, mais je m'en fiche en fait, c'est pas mon problème.